Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sam Bernett. Vous avez connu l'univers des boîtes, mais aussi celle de la mise en boîte par trois canailles qui ont marqué l'histoire de la chanson, mais aussi la vôtre. Bonjour Sam Bernett. Bonjour Jacques, bonjour à tous et à toutes. On voit le réflexe de l'homme de radio. Et bonjour. Écoute, à tout le monde. Ça me fait plaisir de me retrouver devant un micro. Oui, parce qu'on va parler de ce parcours. On va parler de Vieille Canaille, un livre que vous sortez au Cherche Midi, mais également un autre livre qui est sorti voici quelques mois, pendant le confinement, Toute ma vie pour la musique, aux éditions de l'Archipel, vos mémoires. Et en mélangeant les deux, on va essayer, pendant une heure, de vous évoquer et d'évoquer ces trois canailles dont vous parlez. Alors, il y a des dates. La première date, elle ne vous concerne pas directement, c'est le 10 septembre 1944. C'est le baptême de Johnny en l'église Sainte-Trinité, juste en face du square de la Trinité. Absolument. Et cette église a été construite en remplacement d'un cabaret, curieusement, qui s'appelait la Grande Pinte. Pour Johnny, ça va très bien. Et qui s'appelait aussi le cabaret des Porcherons. Voilà. Oui, ça, j'avais entendu parler de ça, oui. Alors, c'est vrai que le square de la Trinité est mythique pour la chanson française et pour le rock'n'roll, Sam Bernett. Le bien nommé, bien nommé la Trinité, hein, parce que les trois canailles en question, qui sont devenus des superstars de la chanson française, se sont rencontrés au square de la Trinité en 1959. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Claude Moine et Jacques Dutronc. Et alors, à l'époque, Johnny et Dutronc a habité respectivement au 13 rue de la Tour des Dames et au 67 de la rue de Trinité. Et aujourd'hui, au 13, il y a une association de loisirs qui s'appelle le Grand Incendie. Pour quelqu'un qui a chanté Allumer le feu, c'est logique. Bravo, Jacques. Alors, c'est vrai que ce square de la Trinité, c'est un lieu mythique parce que beaucoup d'adolescents s'y sont retrouvés à cette époque-là. C'est un quartier effectivement populaire à l'époque, où le square de la Trinité est le terrain de jeu de tous les gamins du quartier. Donc il y a toute une bande là qui va se cristalliser autour de Jacques, d'Eddie et de Jean-Philippe et de Johnny. Il y a Eddie Calafat qu'on connaît parce qu'il a travaillé avec Jacques Dutronc pendant longtemps. Et puis d'autres comme Biboff, comme le frère d'Huster. Il y a un certain nombre de garçons comme ça qui vont devenir la bande de la Trinité et qui ne se quitteront jamais, jamais, jamais. Avec des caractères très différents, Johnny a tout de suite pensé qu'il aurait un vrai destin. Johnny, je le dis dans les premières pages de mon livre Les vieilles canailles, un fabuleux destin, Johnny est tombé dans la marmite du showbiz très très jeune, puisqu'à 5 ans, il prend la route de l'Europe avec sa famille. Ses cousines sont des danseuses, elles ont été danseuses ballerines à l'Opéra de Paris. Elle signe un contrat à Londres avec l'International Ballet of London. Et comme Johnny a été abandonné par son père, mais laissé un peu à l'écart par sa maman qui est jeune, qui a besoin de travailler, qui est mannequin, la famille l'emmène sur les routes d'Europe. Donc il se retrouve à Londres à 5 ans et il va suivre ce périple, cette tournée de ses cousines à travers l'Europe. Et il va rencontrer Lee Hallyday, d'où son nom, et la première rencontre a failli être la dernière à cause de l'explosion. Oui, certes, alors c'est un coup de foudre dans les deux sens du terme, à savoir que la famille Hallyday, à l'époque, habite un hôtel minable dans le quartier de Soho, à Londres. Ils s'entassent dans une seule chambre, où ils couchent tous dans le même lit, côte à côte, pour se tenir chaud. Et à côté, juste en face, il y a des comédiens, il y a des acteurs. Et puis un jour, il y a une explosion terrible à l'étage de cet hôtel. Heureusement, sans grande gravité, personne n'est blessé, sauf que dans le couloir encombré de gravats se retrouve un jeune homme assez séduisant, couvert de plâtre, qui n'a rien, qui est indemne et qui a le cul par-dessus tête dans le couloir, et c'est Lee Hallyday. Voilà, et c'est comme ça qu'ils se connaissent. Alors, le troisième homme, c'est Eddie Mitchell, qui n'est pas du quartier, lui, au départ. Non, alors Claude Moine, lui, il habite Belleville, boulevard d'Algérie, à une encablure des fortifs, ce qu'on appelle les fortifications à l'époque. C'est son terrain de jeu, hein, il joue aux cow-boys, aux Indiens, etc. Il fréquente les salles de cinéma du quartier, puisque son papa est cinéphile et ne manque jamais un moment, un jour ou un week-end pour l'emmener au cinéma. Et puis, par un heureux hasard,
comme il faut bien que le jeune Claude Moine fasse quelque chose dans la vie, on lui trouve une place de coursier dans une banque du boulevard des Italiens, donc très proche de la Trinité, où sa maman travaille déjà. Et de fil en aiguille, le midi, il va manger un sandwich dans un petit bistrot du coin, il joue au flipper, et puis il tombe un jour sur deux adolescents qui jouent également au flipper, et ce sont Jacques et Johnny. Et il se trouve qu'ils se retrouvent dans les surbooms de l'époque. Et dans les surbooms de l'époque, c'est explosif entre Johnny et Eddie. Il y a à l'époque, Dutronc le raconte assez bien, ils font un trafic de disques. Ils volent des disques dans les surbooms, ils les revendent et ils les échangent. Et un jour, Eddie, qui a déjà une collection assez importante de rock'n'roll, il y a Bill Haley, il y a Gene Vincent, Elvis Presley. Et un jour, avant de repartir de cette boom, il s'aperçoit qu'il lui manque 3 disques. Et il s'est aperçu qu'il y a un gars là qui traînait près de l'électrophone à un moment donné, et il se dit c'est ce gars-là. Et il le poursuit dans l'escalier, il le trouve avant qu'il franchisse la porte pour partir, et il le prend par le callback, et les disques tombent par terre, et c'est Johnny Hallyday. Et il lui flanque son poing dans la figure, et cette rencontre assez virile, provoque une amitié indéfectible pendant 70 ans. Alors à l'époque, effectivement, on apportait ces disques dans les surbooms, il y avait des manches-disques, et ces manches-disques ont été le jouet le plus populaire de la décennie à l'époque. C'est ce qui se vendait le mieux. Alors effectivement, ils ont tous les deux amateurs de rock, et Eddie a découvert le rock sur cette chanson. Rock Around the Clock avec Bill Haley, et ça s'appelait les Comètes d'ailleurs. Bill Haley et ses Comètes. Oui, parce que les Comètes de Haley, c'est comme ça que c'est venu. Et bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a eu 25 millions de disques vendus, et je crois que Eddie Mitchell a entendu cet enregistrement dans un jukebox, dans un café. Dans un des cafés du boulevard Victor, où il allait fréquemment jouer au flipper. Et là, c'est le déclic, c'est la claque dans la figure. Lorsqu'il entend ce disque, tout se déclenche chez lui en disant c'est une révolution. Et sa maman lui offrira le disque pour son anniversaire. Et Johnny, lui, c'est par hasard qu'il a découvert le rock en allant un jour au cinéma, encore une fois par hasard, voir Amour frénétique. You know that I've always been... Elvis Presley, Loving You, chanson du film, et c'est là aussi, Johnny, c'est le déclic. Johnny entre... D'abord, il regarde l'affiche devant le cinéma, et puis lui, il cherchait surtout à voir des westerns, et puis il voit ce beau gosse brun, là, qui a un foulard autour du cou, une guitare, il dit, allez, pourquoi pas? Et il entre dans la salle, et il découvre Elvis Presley. Voilà. Et dans ce film, d'ailleurs, Amour frénétique, les parents d'Elvis sont figurants parmi les spectateurs du théâtre. C'est assez étonnant, oui. Une affaire de famille. Dutronc, c'est pas du tout la même chose, Sam Bernett. C'est-à-dire que lui, il a découvert la musique avec son père au marché des musiciens. Ouais, qu'est-ce que c'était? Magnifique. Régulièrement, tous les week-ends, à la Porte Saint-Martin, à Paris, se réunissaient tous les musiciens professionnels et amateurs pour chercher du boulot. C'était un petit peu la bourse des musiciens. Des organisateurs de spectacles venaient, des managers, des producteurs passaient par là et prenaient des musiciens pour faire des balles du samedi soir, etc. Et le papa de Jacques était ingénieur dans le civil, jouait très 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 bien du piano, et pour boucler les fins de mois, pour mettre un petit peu du beurre dans les épinards, faisait des balles. Et un jour, il a emmené Jacques à cette bourse des musiciens Porte Saint-Martin. Jacques a été subjugué de voir tous ces gens s'échanger en disant « Ah non, non, ce gars-là ne prend pas, il paye pas, ou lui, il part avec la caisse, lui, c'est sérieux, etc. » Et Jacques, d'un seul coup, qui entendait évidemment son papa jouer du piano à la maison, a une attirance pour la musique. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à apprendre la guitare. Voilà. Et il a une attirance aussi pour le cinéma, comme Johnny et comme Eddie. Lui, son film préféré, c'est Sueur froide d'Hitchcock, je crois. Oui, il a dû le voir une quarantaine de fois, dit-il. Mais c'est surtout, alors à la différence des deux premiers, de Johnny et d'Eddie, Jacques adore le cinéma français. Les vieux acteurs de l'époque, Noël Roquevert, tous ces seconds rôles magnifiques des années 40, 50, début des années 60. Et son acteur préféré à l'époque, c'est Noël Roquevert. Oui, qui a été un second rôle comme beaucoup d'autres dans les années 50-60 et qu'on voit au cinéma. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est son idole à l'époque, hein, il a 14, 15 ans, et lorsque,
au cours d'une émission de télévision, Noël Roquevert est invité dans la même émission où Jacques est la vedette. Et Jacques découvre enfin physiquement son idole. Et avant même qu'il ait pu l'approcher pour le rencontrer, pour lui dire bonjour et toute son admiration, Roquevert, qui a une canne, pointe sa canne vers lui, il fait « Dutronc, Paris s'éveille !» Quel compliment. C'est l'époque aussi où on achète des jeans et des t-shirts au GI. C'est vrai que les GI sont encore en France et c'est la grande mode, Sam Bernet. Il y a 260 000 militaires américains sur le territoire français à l'époque, dans des bases disséminées un peu partout en province et à Paris. Et ces soldats américains viennent en goguette le week-end à Pigalle, à Montparnasse, et les jeunes du quartier en profitent pour les approcher. Et les militaires qui ont du nez et qui s'aperçoivent que ces jeunes-là sont très avides, très gourmands de t-shirts, de bottes de cow-boy, de blousons, remplissent leurs coffres avant de partir de leur base et font du marché noir dans les rues de Pigalle en vendant des t-shirts, des chemises et des bottes de cow-boy. Et à cette époque, les GI ont un petit guide qu'on leur a remis aux États-Unis avec les conseils si on rencontre des Français. Et il y a une phrase « Réfléchissez bien avant d'épouser une Française ». C'est recommandé aux GI. Oui, on leur met un petit bouquin, un petit bouclette où il faut les Français ne se lavent pas, faites très attention à l'hygiène. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont drôles à relire aujourd'hui. Et effectivement, on leur déconseille d'épouser une Française. Il y a d'autres anecdotes tout aussi drôles et aussi pittoresques et vraies dans ces livres avec Sam Bernet. On en reparle dans quelques instants sur Sud Radio avec Sam Bernet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sam Bernet. Il y a ce livre Vieille canaille, un fabuleux destin au Cherche Midi. Il y a toute ma vie pour la musique aussi et l'archipel et une date. Alors une date qui va vous rappeler peut-être quelque chose, mais j'en suis pas sûr. C'est le 13 octobre 1979, Sam Bernet. C'est la première fois qu'il y a un reportage télé, un défilé mode jeune, et pour la première fois, les 4 filles dans ce défilé sont au Martins. C'est la première télé où on parle du Martins, qui est un club que vous avez dirigé. Absolument, avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et c'est vrai que dans ce club, c'était la fête tous les soirs, c'était dans Paris, près de la Porte Dauphine, et ça a été le lieu incontournable du début des années 80, où Johnny a fêté notamment un 15 juin un anniversaire mémorable. C'est 37 ans. Voilà. Et c'était une soirée totalement folle. Extraordinaire. Avec des tas de gens qu'il avait invités sans vous le dire. Oui, Johnny est toujours restera et tant mieux, tant mieux. Le Johnny qu'on a connu c'est-à-dire que Johnny pouvait vous dire au fait demain je pars en concert à Lyon, est-ce que tu m'accompagnerais? J'ai loué un petit avion, ça serait sympa que tu nous accompagnes, je pars avec mon manager. Voilà. Et il donnait rendez-vous à 8h15 sur l'aérodrome du Bourget. Et je rencontrais dans le couloir Tony Frank, le photographe, j'ai rencontré 2 musiciens, j'ai rencontré une jeune femme charmante. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites là? On part avec Johnny à Lyon. Mais il y a 4 places dans l'avion. Mais oui, mais il nous a invités. J'ai dit, mais moi aussi. Alors, c'était à savoir celui qui partirait avec Johnny. Alors, ces nuits, effectivement, correspondent à une époque que les plus jeunes ne connaissent pas. C'est-à-dire que dans les années 70-80, il y avait une vraie fête dans Paris la nuit, Sam Bernet, et vous en étiez l'un des maîtres. C'est gentil à vous, Jacques, merci. Mais il y avait effectivement un circuit. Un circuit qui commençait généralement à Saint-Germain-des-Prés, rue Saint-Benoît, où les retrouvailles se faisaient sur les trottoirs, près des Deux Magots, du Flore, devant le Club Saint-Germain, devant aussi le restaurant Le Bistingo de Carlos et Hubert, qui tenait cet endroit. Et là se décidait du parcours de la nuit. Alors moi, j'ai fait partie de ce circuit à un moment donné, avant même que je dirige mon premier établissement, la Tour de Nesle. Et donc, les gens partaient. Alors, au fil de la nuit, on savait qu'on rencontrerait un tel et un tel chez Castel, un tel et un tel chez Régine et d'autres, etc. Et au fil de la nuit, et plus la nuit avançait, on se retrouvait dans d'autres endroits, sur la rive droite, au Cœur Samba, etc., au privé. Et donc, moi, j'ai créé effectivement mes 2 premiers établissements à Saint-Germain, c'est-à-dire la Tour de Nesle à partir de 67 et le Rock'n'Roll Circus à partir de 69. Et ça a été le Rock'n'Roll Circus en particulier, une étape particulière de ce parcours. Oui, parce qu'à l'époque, on allait chez Régine, chez François Patrice, qui à 5h du matin vous proposait une partie de pétanque ou alors des spaghettis. Ce que vous avez
l'avez fait vous aussi à la Tour de Nesle où Johnny arrivait, il fallait des spaghettis à 5 heures du matin, ce qu'on peut plus imaginer avec la génération d'aujourd'hui, Sam Bernet. Oui, alors c'était des spaghettis parties avec Jacques Dutronc, tous les amis autour, des gens évidemment inconnus pour le grand public, mais que vous connaissez, Jacques, comme Alan, Qui était le secrétaire Chinois, de Johnny. enfin, les musiciens de Johnny. Alan était le secrétaire de Johnny, ce grand black que Jay Goff appelait le nègre plus ultra du show business. Et on pouvait dire nègre à l'époque. Et, et donc, à partir d'une certaine heure, vers 4, 5, 6 heures du matin, tout le monde avait ce petit creux. Et j'avais une cuisine au premier étage. Et on préparait des bassines de spaghettis. Et après avoir dévoré ces spaghettis, eh bien, ça se terminait en bagarre. Il y avait le clan Dutronc, le clan Hallyday, et c'était des lancers de spaghettis à qui pourra gagner le combat. Mais moi, j'ai connu ça à l'Alpe d'Huez où il y a un festival d'humour et les organisateurs ont très mal pris parce qu'il y avait une tarte d'or qui était décernée avec des tartes à la crème cachées dans une pâtisserie. Quelle bonne idée! Oui, il y a eu 150 tartes à la crème qui ont été récupérées et ça a été une bataille géante comme chez Laurel et Hardy avec toutes les stars qui s'envoyaient des tartes à la crème. On ne peut plus imaginer ça On ne aujourd'hui. peut plus, malheureusement, non. Comment êtes-vous arrivé dans le monde de la nuit? Tout à fait par hasard. J'étais à l'époque l'assistant du président Roscoe à ce qu'on appelait encore Radio Luxembourg, qui est devenu RTL. Et un propriétaire d'un établissement, la Tour de Nesle, est venu à approcher Roscoe pour lui dire, écoutez, j'ai un établissement assez sympathique, sauf qu'il ne marche pas du tout. Je vais probablement être obligé de le fermer. En revanche, si vous acceptez d'en prendre la direction, l'animation, je vous donne les clés. Et Roscoe, alors après le départ de cette personne, Roscoe me regarde. Roscoe était un bosseur fou, quoi. Il travaillait 20 heures par jour. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu as accepté? Tu vas jamais pouvoir travailler la nuit et le jour. Il me dit, oui, mais tu vas me donner un coup de main. Toi, tu connais bien, tu sors beaucoup le soir, tu vas me donner un coup de main. Et on a commencé comme ça, à la Tour de Nesle. Et puis, quelques mois plus tard, mai 68 arrive. Américain, Roscoe, un peu parano, même beaucoup, s'imagine que les Soviétiques sont porte d'Orléans, fait ses valises, rend son contrat à Radio Luxembourg et file à Londres. Et avant de partir, il me dit, je te donne les clés de la Tour de Nesle, je te donne également le contrat, ce qui était assez généreux de sa part. Et donc, j'ai repris en main cette boîte et j'en ai fait l'un des spots de Paris où tout le monde s'est précipité du jour au lendemain. Ce qui m'a permis ensuite, grâce à Paul Passini, qui était à l'époque le patron de l'Alcazar de Paris, le propriétaire, qui est venu me voir et m'a dit, mais tu fais un truc formidable, mais c'est beaucoup trop petit. C'est vrai que la Tour de Nesle, une fois qu'on y avait mis une centaine de personnes, c'était archi plein. Et il m'a dit, tu as besoin de beaucoup plus grand pour pouvoir faire ce que tu as vraiment envie de faire. Et il m'a fait visiter les caves de l'Alcazar, les sous-sols de l'Alcazar, des caves sublimes avec des pierres de taille magnifiques. Il y avait des arcs, enfin extraordinaires. Il m'a dit, si tu veux, c'est à toi. Et donc j'ai pris, avec toute mon équipe de la Tour de Nesle, on a fait le ménage pendant 48 heures. On a installé la boîte et le vendredi 13 juin 1969, j'ai ouvert le Rock'n'Roll Circus. Ça veut dire une vie nocturne et ne pas se lever avant 15 heures d'après-midi. Non, parce qu'il fallait que je sois à 10h30 tous les matins à RTL, car j'étais encore à l'époque à la Tour de Nesle, hein, oui. L'assistant du président Roscoe. Quand il est parti, on m'a offert donc de prendre sa place à RTL. Donc j'avais une émission et ensuite je suis parti à Europe 1 où j'avais une émission à 16h30. Donc il fallait que je sois avant midi évidemment. Donc j'avais des nuits extrêmement courtes. Et puis le Rock'n'Roll Circus, qui est un lieu mythique aujourd'hui, est lié à la disparition de quelqu'un. Les Doors avec Jim Morrison. Et c'est vrai que Jim Morrison, il y a une légende qui court, il serait mort dans sa baignoire à l'hôtel Georges V. Vous, et Johnny d'ailleurs, savez la vérité, Sam Bernet. Oui, et puis cette vérité, maintenant, c'est la vérité. Parce que depuis, on va célébrer les 50 ans de la disparition de Jim Morrison au mois de juillet prochain, puisqu'il est mort en 71, le 3 juillet, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1971. Donc, au mois de juillet, on célébrera les 50 ans de sa disparition. Jim était un habitué du Rock'n'Roll Circus, puisque lorsqu'il est arrivé à Paris en avril
On lui a évidemment désigné cette boîte comme l'endroit où il fallait être, où il y avait des musiciens, où il y avait tout Paris se bousculait dans cet endroit. Donc il est venu régulièrement au Rock and Roll Circus. Alors la vérité, c'est qu'il est mort au Rock and Roll Circus. Alors effectivement, pendant des années, pendant 50 ans, on en a douté. Ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que le film d'Oliver Stone, la fin du film le fait mourir Jim dans la baignoire, donc comme la version officielle. Mais ensuite, dans les années qui ont suivi, par exemple, Marianne Faithfull, qui avait donné une interview à la BBC lors de la sortie d'un de ses albums, on lui avait posé la question, puisqu'elle avait été la maîtresse de Jim Morrison, mais comment est-il mort? Et là, c'est la première fois que officiellement, sur un média important, Marianne Faithfull a déclaré, mais il est mort à Paris dans une boîte de nuit d'une overdose. Exactement. Il s'est caché dans les toilettes où il a fallu défoncer la porte et on l'a découvert mort. En gros, c'est ça. Alors, on l'a découvert mort et le problème, c'est que ce qui était étonnant, c'est que Jim Morrison ne prenait jamais d'héroïne, puisque cette héroïne, il avait été la chercher pour sa compagne, Pamela Courson, qui était une droguée notoire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là dans sa tête. Bon, il avait bu beaucoup, c'était son habitude. Il a dû avoir un coup de blues d'un seul coup et il est allé s'enfermer dans les toilettes et il a sniffé, puisque de l'héroïne, normalement, s'injecte. Il l'a sniffé, cette héroïne était pure à plus de 80% et ça lui a immédiatement vrillé le cerveau et le cœur. C'est une histoire que vous racontez dans ce livre « Toute ma vie pour la musique » chez l'Archipel. Et il y a cet autre livre, « Les vieilles canailles ». On va en continuer à en parler dans quelques instants à travers une autre date. On revient en arrière, le 15 juin 1959. A tout de suite sur Sud Radio avec Sam Bernet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sam Bernet, avec ce livre « Vieilles canailles, un fabuleux destin au cherche midi ». Et une date justement liée à ce livre, c'est le 15 juin 1959. Je crois que ce soir-là, Johnny a gagné le tremplin du Golf Drouot avec la mention formidable, Sam Bernet. Oui, absolument. Le Golf Drouot et son tremplin, la réunion de toute la jeunesse rock'n'roll de l'époque, où il y avait tous les vendredis soirs une espèce de radio crochet. The Voice avant la lettre. The Voice avant l'âge, et tous les groupes parisiens, étrangers même, de Belgique, du Luxembourg et de province venaient passer le concours. Et dans la salle, il y avait des professionnels, des producteurs de maisons de disques qui venaient écouter et engager les meilleurs. Et Johnny a chanté dans ce tremplin. Et Johnny s'est présenté. Alors, il a pas vraiment fait le concours parce que Johnny commençait à avoir une certaine notoriété, donc il passait au golf, je dirais presque hors concours, mais ça lui a permis quand même donc d'avoir ce diplôme, le seul de sa vie avec son permis de conduire d'ailleurs, et il en était très fier. Et suite à cela, Jacques Wolfson des disques Vogue l'a engagé. Et il a pu sortir son premier disque l'année suivante. Ouais. Et Johnny, c'était sa seconde maison, le Golf Drouot. Quand il y a eu l'École des Vedettes, l'émission où il est passé avec Lynn Renaud, il a vu la séquence au Golf Drouot. Et lorsqu'il y avait besoin d'un secrétariat, c'était celui du Golf Drouot. Absolument. Henri Leproux, qui était le créateur et le patron du Golf Drouot, aimait beaucoup Johnny. On savait que Johnny était un peu un vagabond, hein, il n'avait pas vraiment de vie de famille, et donc sa petite famille, c'était les copains du golf et Henri Leproux qui prenait soin de lui. Et Aznavour, qu'il a hébergé ensuite pendant 2 ans à Montfort-l'Amaury. À Montfort-l'Amaury, et qui lui a écrit « Retiens la nuit ». Retiens la nuit. Et c'est chez Aznavour qu'il a appris à faire du cheval et qu'il a pu tourner ensuite le film. Et en lui disant surtout, arrête de te faire passer pour un Américain, hein, parce que ça devient ridicule et un jour ou l'autre, on va découvrir le poteau rose et tu vas passer pour un imbécile. Et alors, le début du Golf Drouot, au départ, c'est un jukebox où justement Johnny, Eddie Mitchell et Dutronc apportaient leurs disques. Oui, absolument. Alors, les disques dont nous parlions tout à l'heure, qui étaient plus ou moins dérobés dans les surbooms, étaient apportés au golf à Henri Leproux qui les mettait dans le jukebox et c'est là qu'on voyait Johnny qui portait toujours une veste à carreaux, puisqu'à l'époque il disait à tout le monde qu'il était américain, une veste à carreaux et une guitare en bandoulière dans le dos,
débarquait avec ses bottes de cow-boy et nous faisait des playbacks incroyables d'Elvis Presley devant la glace et devant les copains. Et les premiers fans étaient évidemment esbaudis et tapaient des mains en disant ce gars-là, il est terrible. Vous y avez assisté à ces bœufs de Absolument, oui, absolument. Et c'était, je crois, non pas sur une scène, mais c'était sur le parcours du mini-golf qui était avant le lieu. Oui, mais quand Johnny interprétait les disques d'Elvis en playback, c'était la petite salle où il y avait une petite salle. Il y avait le mini-golf, et quand on entrait comme ça à droite, il y avait le mini-golf, il y avait un grand bar devant l'entrée, et puis une petite salle où était le jukebox, une salle beaucoup plus petite. Mais quand Johnny faisait cela, le Golf Draw n'était pas encore le Golf Draw que nous avons connu plus tard, où évidemment quand on a su que Johnny avait fait un disque, que Eddie allait arriver avec ses chaussettes noires. Toute la jeunesse de l'époque s'est rendue au Golf Draw. Mais à l'époque, quand Johnny faisait ses playbacks, il y avait quoi? On était une vingtaine au Golf Draw. Et on n'imaginait pas le parcours qu'aurait ensuite Johnny, Sam Bernett. Sauf Dutronc, qui a toujours dit ce gars-là, il réussira certainement et ça sera le plus grand de tous. Et le premier disque de Johnny est sorti le 14 janvier 1960. Partir en se moquant de ceux qui enragent en nous voyant. Et pour le monde, mon amour. Et c'est sa tante qui a signé le premier contrat de Johnny, Hélène Marr, Sam Bernett. Ben oui, obligé, puisqu'il était mineur. Et ce disque a été, un bide, faut le dire. Oui, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Il a fallu attendre le deuxième pour que vraiment là, ça fasse un vrai boom. Souvenir est devenu le numéro 1. Alors, ce qui est drôle, en même temps que assez pathétique, c'est que ce que nous venons d'entendre là était une chanson qu'interprétait également Dalida. Eh oui. Et Dalida était sur le point d'épouser Lucien Maurice, qui était à l'époque le directeur des programmes d'Europe 1. Et Lucien Maurice est entré dans une rage folle en disant: qu'est-ce que c'est que ce blondinet là qui se tortille, qui est en train de faire de l'ombre à ma future épouse. Il a cassé le disque en disant: vous n'entendrez plus jamais Johnny Hallyday sur Europe 1. Voilà. Et après, ils se sont réconciliés, je crois. Ils se sont réconciliés, non seulement cela, mais entre-temps, il y a eu la création de Salut les copains, l'émission de Daniel Philippaki et de Franck Thénault sur Europe, qui ne passait que du rock et toutes les première vedette française. Et donc, Johnny Hallyday ayant un succès fou avec Souvenir, il est devenu l'un des participants réguliers de Salut les copains. Quant à Eddie Mitchell, lui, il a commencé sur scène le 2 février 57 à la salle Pleyel, mais comme fantaisiste. Oui, fantaisiste parce qu'il a chanté pour le gala annuel des employés de la société du Crédit Lyonnais, pardon. Oui. Du Crédit Lyonnais. Là où il était coursier. Il venait de se faire virer pour absentéisme chronique, oui, puisqu'il préférait aller jouer au flipper avec ses potes plutôt que de faire le coursier pour le Crédit Lyonnais. Donc, le patron de l'époque lui a dit: bah, écoutez, puisque vous chantez dans des bals occasionnels le week-end, pourquoi est-ce que vous ne participeriez pas à notre soirée? Et il est monté sur scène, salle Pleyel, pour chanter, pour faire le crooner des chansons d'Eddie Constantine et un peu de rock. Oui, il adorait Eddie Constantine, qui était son idole. Et d'ailleurs, Eddie Constantine a été découvert par Piaf. C'est-à-dire qu'un soir, il était à Paris, il tombe sur Piaf, il veut lui montrer une version de La Vie en rose en anglais qu'il a écrite. Piaf dit: bah, venez chez moi demain. Elle n'a pas pris la chanson, mais elle a pris Eddie Constantine pendant 2 ans. Et elle l'a beaucoup aidé. Alors, effectivement, à l'époque, pour faire un disque, c'était facile. On prenait l'annuaire et on téléphonait, Sam Bernett. Bah, surtout, c'est l'histoire d'Eddie Mitchell. Alors, il y a ce petit combat amical. Lorsque Johnny fait son premier disque, les autres, que ce soit Dutronc ou Eddie, ils disent: zut, lui, il a sorti son disque, maintenant c'est à nous de le faire. Eddie est avec ses chaussettes noires et il faut qu'il enregistre absolument. Alors, comme il ne sait pas à qui s'adresser, il prend un bottin et il tourne les pages et il cherche des boîtes, des maisons de disques. Et à la page des B, le premier qui apparaît, c'est Barclay. Et il va pas plus loin et il appelle Eddie Barclay et il tombe sur Jean Fernandez qui leur donne rendez-vous pour une audition. Et voilà, et c'est comme ça qu'est née cette chanson. Oh Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Oh, chanson mythique, la première édition du 33 tours, quand il y avait un poster des chaussettes noires avec un fond vert.
Oh, Daniela, c'est pas le premier Non, disque mais c'est le premier enregistré, hein. succès. Le succès, le grand Voilà. succès. Mais il se trouve aussi que lorsque le premier disque est sorti, Eddie Mitchell a découvert par hasard en écoutant la radio que l'orchestre s'appelait Les Chaussettes Noires. Oui, parce qu'à l'origine, il fallait faire anglais. Donc, il s'était appelé les 5 Rocks. Et l'un des musiciens avait dit, mais il faudrait peut-être mieux qu'on s'appelle les 5 Rocks. Ah oui, pourquoi pas 5 Rocks. Donc, ils enregistrent, ils signent un contrat au nom des 5 Rocks. Et puis, en parcourant, en descendant les rues de Paris en voiture, il met la radio parce qu'il avait entendu dire que son disque passerait pour la première fois à la radio. Et il entend, et voici Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires. Il dit quoi? Les Chaussettes Noires? Et il tombe de sa chaise. Évidemment, un peu plus tard, il téléphone à la radio, il téléphone à la maison de disques, et Eddie Barclay lui apprend qu'il a signé un contrat avec les Lénières de Roubaix, qui avaient un stock de chaussettes noires à épuiser, et qui ont trouvé la bonne idée d'appeler le groupe les Chaussettes Noires pour vendre les chaussettes. Voilà. Et c'était un contrat signé avec Jean Prouveau, qui était à l'époque le patron de Paris Match et de RTL, qui était en lutte contre Béguin, son cousin, à tel point que pour que Prouveau n'achète pas le local à côté de RTL, Béguin avait mis du sucre dedans pour que le local reste à lui. C'était la guerre des riches à l'époque. Alors, effectivement, ce disque sort et c'est un succès. Et il y en a un troisième qui s'y met, c'est Dutronc. Mais Dutronc, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a composé à la guitare son premier morceau. Ça s'appelle Fort Chabrol. Et sont les fantômes. Ça a été réédité récemment d'ailleurs. Et c'est le temps de l'amour. C'est le temps de l'amour pour Françoise Hardy. Voilà. Mais c'était à l'époque, Dutronc composait des chansons pour une maison de disques. Oui, absolument. Et c'était sa passion parce que finalement, il avait découvert qu'il y avait un boulot facile qui était de faire des musiques et on était tranquille dans son coin. Bah, c'est Jacques Volson qui est donc le directeur artistique de Vogue qui cherche un assistant. Qui serait capable, puisqu'à l'époque, il y a pléthore de jeunes groupes de province et de Paris qui se présentent pour faire des disques, et en général, ils ne savent pas jouer de la guitare ou très mal, les chansons sont mauvaises, et Jacques Volson dit, tu vas être mon assistant, et tu vas me reprendre toutes ces musiques, tu vas les arranger, tu vas les remettre vraiment... comme elles se doivent, musicalement. Et Jacques trouve un boulot formidable parce que lui qui ne veut rien faire, qui a le nez au vent, les mains dans les poches, qui n'attend rien de la vie, sauf d'être tranquille et d'être peinard, se retrouve à une encablure de chez lui, rue de Provence, puisque le studio de Vogue est rue d'Hauteville, à reprendre des chansons des autres, à les arranger, à les faire enregistrer. Il est bien payé, il est content, il ne demande rien d'autre. Voilà, il habite au-dessus de chez ses parents, d'ailleurs, tranquillement, loin de la rumeur publique. Et de temps en temps, il ressort. Je crois qu'il a accompagné Eddie Mitchell en scène. Oui, après leur service militaire, lorsque Eddie s'est séparé des Chaussettes Noires et a entamé une carrière solo, il a pris Jacques comme guitariste, qui est un excellent guitariste, puisque Jacques a malheureusement... entre guillemets, profité d'une longue maladie, la maladie de Bouillot, une maladie de rhumatisme, etc., où il a été allongé sur un lit pendant presque un an. Et son frère avait une guitare et il lui a emprunté sa guitare. Et en écoutant la radio, en écoutant des disques, il a commencé à apprendre la guitare. Ce qui fait qu'à 16 ans, à 17 ans, c'était un très, très, très bon guitariste. Et il est devenu chanteur un peu pour faire comme les autres avec cette chanson. 700 millions de Chinois, Emma. C'est vrai qu'au départ, Dutronc, il est devenu chanteur par hasard. Et puis, quand un jour, je crois qu'il est monté sur scène au Touquet et que ça a changé sa vie, Sam Bernet. Oui, mais bien avant cela, parce que cette chanson Et moi devait être enregistrée dans la voix par Adi Calafat, donc le vieux complice de la Trinité, qui était le chanteur d'un groupe. Et dans le studio où il y avait le directeur artistique Jacques Volson, Jacques qui avait arrangé, c'est lui qui avait arrangé la musique de Et moi, qu'il avait composé. Tout le monde, Adi Calafat n'arrivait pas, entre guillemets, à sortir cette chanson. Tout le monde commençait à être un peu excédé. Le directeur artistique voyait le temps passer et se disait on va jamais y arriver. Et il s'est tourné vers Jacques en disant écoute, puisque c'est toi qui as fait la musique, et il avait fait une maquette, c'est-à-dire une proposition de ce disque en yaourt, c'est-à-dire en mauvais anglais, et
Jacques Lanzmann avait fait les paroles. Il lui dit, tu prends les paroles, c'est toi qui as fait la musique, tu vas me le faire. Peut-être qu'au moins, toi, tu vas me la sortir. Et en une prise, Jacques sort et Jacques Wolfson, donc c'est les trois Jacques, les frères Jacques, Lanzmann, Wolfson, Dutronc, commencent à être le trio infernal autour de Jacques Dutronc, puisqu'ils vont composer que des succès. Oui, mais en même temps, Jacques Dutronc ne voulait pas être vedette. Alors, il ne veut pas être vedette, ça l'ennuie, ce qui fait qu'il envoie. C'est quand on lui propose des concerts, ce qu'on appelait à l'époque des galas, en province, il envoie Calafate chanter à sa place. Et puis un jour, il est à Paris, il tourne en rond, il a un coup de fil de Calafate qui lui dit « On est au Touquet ». L'autre, il dit bah, « Je viens de vous rejoindre ce soir ». Il les rejoint, et il les rejoint au moment où le groupe est sur scène, et au moment où Calafate va attaquer « Et moi, et moi, et moi », donc le tube de l'été, il appelle Jacques qui est en coulisses, et il le force à venir. Jacques ne voulait pas y aller. Il le force à venir sur scène et Jacques chantait moi et moi. Et le public dit mais c'est pas la voix qu'on entend à la radio. Et le producteur, enfin l'organisateur du gala est très heureux puisque pour une bouchée de pain, il a la vedette de l'année. Et ben voilà comment tout ça a commencé. Il y a beaucoup d'autres anecdotes. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, 1er avril 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Sam Bernet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sam Bernet. 1er avril 2021, et ce n'est pas une blague, on n'en fait pas beaucoup en ce moment, sortie de Vieilles Canailles, un fabuleux destin, au Cherche Midi. Alors c'est un livre justement sur les 3 vieilles canailles. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Sam Bernet? Pourquoi ce livre? Parce que moi je n'ai pas vu les canailles sur scène, parce que j'habite New York, donc j'étais à New York, mais j'ai vu la vidéo. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai regardé tous les 3, très complices, très heureux d'être ensemble. Et puis je me suis dit, mais ces gars-là, attends, ils ont tous plus de 70 ans. Ça fait pratiquement 60 ans qu'ils se connaissent et qu'ils chantent ensemble. Ils ont l'air tellement heureux sur scène. Ils ont eu un destin absolument fabuleux. Il faut que je raconte leur histoire. Voilà. Et effectivement, Vieilles Canailles, c'est lié à une chanson. Sois content quand tu seras mort, vieille canaille, ouais. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre. Alors l'idée des Vieilles Canailles, c'est Johnny qui l'a eu, Sam Bernet. Oui, c'est Johnny qui un soir, au cours d'un dîner avec Eddie et Dutronc, alors justement, ce que je lui viens de dire, ils se connaissent depuis tellement longtemps, et Johnny dit, attendez, est-ce que vous vous rendez compte qu'on n'a jamais chanté ensemble? Pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas tous ensemble pour le plaisir? On se retrouverait à chanter nos chansons à l'image du Rat Pack américain de Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., qui se lancent des blagues sur scène, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne se réunit pas? Et effectivement, tout le monde rigole, le dîner est forcément bien arrosé, et tout le monde rentre chez soi. Et en oubliant, sauf Johnny, qui rappelle tout le monde le lendemain en disant « Mais j'étais sérieux hier, pourquoi est-ce qu'on ne monte pas tous les 3 sur scène ?» Et il informe même la presse pour entériner le projet. Ah ben il fait passer un communiqué en disant avec Jacques et Eddie, nous allons préparer un spectacle. Voilà. Et les autres ont été piégés, ils n'ont pas pu faire autrement. Il faut savoir que le terme Rat Pack, on se demande d'où il vient. La légende prétend qu'un soir, Humphrey Bogart dîne avec des copains, donc Frank Sinatra. Il rentre assez éméché à la maison. Et Lorraine Bacall, qui est la femme de Bogart, dit « Vous avez l'air d'un sacré tas de rats ». Absolument. Et c'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que c'est né, mais ça c'est à la fin des années 40. Oui. Après, il a beaucoup évolué, hein, parce qu'à l'époque, ils ne chantaient pas ensemble, ils ne se produisaient pas ensemble. Ils se réunissaient pour boire, pour dîner et faire la fête. Mais c'est beaucoup plus tard, avec donc Dean Martin, Sinatra, Sammy Davis Jr., ils ont décidé, quand ils passaient à Las Vegas, les uns et les autres se réunissaient dans un cabaret pour chanter, ils se retrouvaient à la fin du spectacle pour chanter ensemble, et à la fin ils ont fait un vrai spectacle qui s'appelait le Rat Pack ensemble. Avec des propos assez crus, ce qui n'était pas le cas des Vieilles Canailles c'est sûr. De Johnny, Dutronc et Eddie Mitchell, mais il y avait un humour entre eux, car ils ont passé leur temps, et vous le racontez dans ce livre, Sam Bernet, à se faire des blagues entre eux, et même à vous en faire.
Oui, oui. Johnny faisait des blagues à ses copains sans arrêt, et Eddie Mitchell aussi. Il vous a fait pas mal de blagues, Sam Bernett. Oui, alors celle qui est la plus savoureuse, c'est que après un déjeuner dans un petit en tête-à-tête avec Eddie dans un restaurant italien à Paris, la patronne, c'était un des endroits familiers d'Eddie, donc la patronne le connaissait bien, et elle vient le voir et elle lui dit, Monsieur Eddie, si ça ne vous dérange pas, j'ai Madame Gordon, qui est la patronne du Vanguard, le grand le club de jazz de New York, de Greenwich Village, qui est là-bas en train de déjeuner. J'aurais bien aimé vous la présenter. Et donc, à la fin du repas, Eddie s'est approché de la table. Moi, je me suis mis un petit peu en retrait. Et puis, ils ont fait leur connaissance, bonjour, machin, etc. Et puis, j'étais juste derrière. Et Eddie me prend par le bras et dit, mais vous ne connaissez pas, Madame Gordon, vous ne connaissez pas mon ami Sam Bernett, qui est un excellent joueur de trombone. Et Madame Gordon, à ce moment-là, se lève et me dit, mais Monsieur Bernett, je suis ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous venez à New York de temps en temps? Et je dis, oui, moi j'habite New York. Oh, bah écoutez, je vous donne ma carte et soyez gentil. Venez boire un verre un soir. Je serais vraiment ravi de vous accueillir au Vanguard. Et puis, quelques mois plus tard, j'étais avec mon fils et je lui dis, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on va pas boire un verre au Vanguard? Et on va au Vanguard. Et là, on nous met à une table, on nous donne des consommations, et puis il y a un orchestre qui joue sur scène. C'est très agréable, la boîte est pleine, et tout à coup, à ma plus grande stupéfaction, pardon, j'entends un des membres du groupe dire Mesdames et messieurs, nous avons la grande chance ce soir d'avoir parmi nous un Français excellent joueur de trombone. Et là, j'ai un projecteur qui me prend en pleine figure. Tout le monde se retourne vers moi et le type me fait signe de venir sur scène. Et là, évidemment, mon fils éclate de rire. Et moi, je ne sais plus où me mettre. Et évidemment, je traverse la petite salle et je monte sur la scène. Et je discute avec les musiciens, le tromboniste me passe son instrument et je me retrouve devant le micro. Et là, le type me dit, qu'est-ce qu'on joue? Et heureusement que j'ai fait de la radio et que je peux improviser assez facilement. Je prends le trombone, je fais une espèce d'horrible son avec le trombone et j'explique aux gens ce qui s'était passé à Paris avec Eddie Mitchell et Madame Gordon. Et là, tout le monde explose de rire, tape dans les mains, me dit bravo, bravo. Et en regagnant ma place, tout le monde me donne des tapes dans le dos en disant c'est formidable, vous avez fait un truc formidable. Et Dutronc était un farceur aussi. Moi, je me souviens de l'époque où, quand j'allais interviewer, il y avait toujours Adi Calafat, son copain, un homme préhistorique, et puis des tonnes de confettis, de poils à gratter ou de cigarettes explosives à portée de la main. Ah oui, bah tout le temps, tout le temps. Et c'était une catastrophe. Il ne faisait pas d'émission de radio ou quoi que ce soit sans ça. Même sur scène. Sur scène. Ah bah quand il est passé... à la tête de l'art, il se faisait cuire des spaghettis sur scène. Il arrivait en soutane, en prêchant devant des Japonais ébahis ou des provinciaux en goguette à Paris. Et puis, il y a deux types en blouse blanche avec des croix rouges sur le côté qui venaient lui mettre une camisole de force pour l'emmener. Et à la fin, il chantait la Marseillaise pour que tout le monde se lève dans la salle. Voilà. Et ça marchait très bien. Johnny, l'une de ses blagues favorites, Sam Bernett, c'était de prêter sa voiture et il l'a déclaré volée. Oui, il a prêté un jour. Son secrétaire, à l'époque, qui était Jean-Pierre Bloch, regarde une Ferrari toute neuve que Johnny venait d'acheter. Ils étaient à Nîmes ou à Montpellier. Et Johnny le voit en lui disant, ça te ferait plaisir de la conduire, hein? Alors l'autre dit, ouais, oui, bien sûr, effectivement. Il dit, bah tiens, on a les clés, va faire un tour. Et une fois parti, Johnny a appelé la gendarmerie en disant « Viens de me voler ma Ferrari ». Et heureusement que Jean-Pierre Bloch était le fils de Pierre Bloch, l'ancien président du Conseil. Il s'en est sorti assez bien, mais les gendarmes l'avaient quand même gardé au poste avec les menottes jusqu'à ce que Johnny vienne le chercher. C'est le genre de choses qui faisait beaucoup rire. Johnny, alors vous avez été très lié aussi avec Dutronc, avec Eddie Mitchell, mais particulièrement avec Johnny, parce que je crois que pendant 10 ans, Sam Bernett, vous avez présenté sur scène ses spectacles. Bah, Johnny voulait que je parte avec lui en tournée parce que dans ces années-là, il y avait ces présentateurs américains qui chauffaient la salle, qui faisaient siffler la salle, qui faisaient faire un boucan du diable par les spectateurs et qui annonçaient la vedette
avec en hurlant, etc. Et Johnny m'avait dit, mais moi, je te vois très bien faire ça, tu vas partir avec moi en tournée. Donc pendant 10 ans, j'ai pris la route avec Johnny à le présenter sur scène. Il adorait ça d'ailleurs. Parfois, il était sur le point, il était en coulisses, il me regardait, il était sur le point d'entrer sur scène et l'orchestre jouait l'introduction en boucle, comme ça. Et ça l'amusait tellement ce que je faisais qu'il me faisait signe de continue, continue, continue. Mais pas pour que le public crie plus fort, parce qu'il aimait bien me voir faire mon numéro. Oui, le numéro a duré 3 heures un soir à Lyon, je crois. Un à peu côté de plus Lyon. même, Ouais. à Grenoble. Ouais. Mais ça, c'est pendant le Johnny Circus, qui a été quand même une étape assez particulière du Johnny Circus, qui était déjà une tournée très, très spéciale, qui n'a jamais fonctionné. Johnny en est sorti ruiné complètement, et pendant 2 ans, il a fallu 3 ans même, il a fallu qu'il remette les pieds sur terre. Mais à Grenoble, oui, à Grenoble, il avait disparu, Johnny. C'est-à-dire que le chapiteau était plein. Je suis monté sur scène, présenter la première partie, sachant très bien que Johnny arrivait pendant ce temps-là. Et puis, on me faisait signe que Johnny n'était toujours pas arrivé. Puis l'entracte arrive, donc on souffle un peu et il n'y a toujours pas de Johnny. Et là, on commence à s'inquiéter salement. Donc, Jean Ponce, qui était à l'époque le manager de Johnny, lui demande à l'orchestre de remonter sur scène puis de jouer des morceaux en attendant. Et moi, d'essayer d'animer la salle en attendant que Johnny arrive. Et Johnny n'arrive pas. Ça fait déjà 2 heures qu'on l'attendait. Et on apprend subitement que Johnny est à Lyon, sur le point de louer un avion pour rejoindre Sylvie Vartan, parce qu'ils étaient en rupture, de rejoindre Sylvie Vartan pour essayer de lui demander de revenir avec lui. Et donc, panique générale, on me demande de continuer à animer la salle, mais là, ça commençait à barder sérieusement. L'orchestre continue à jouer, je fais pas chanter tout le monde, je fais faire un radio-crochet, je fais monter des fans sur scène pour chanter des chansons de Johnny, je donne des t-shirts, j'offre des cadeaux, etc. Et toujours pas de Johnny. Et quand on apprend qu'il est à Lyon, on envoie rapidement Sacha Roule, le secrétaire de Johnny, le chercher. Et ils reviennent avec une voiture de la gendarmerie à toute vitesse, tout gyrophare et pimpon. Et Johnny arrive. 3h30 plus tard, hein, moi je chauffais la salle depuis 3h30, il n'y avait pas eu un incident, mais ça commençait, la salle commençait à être un peu impatiente quand même. Et Johnny arrive, sort de la voiture, regarde tout alors les gens étaient attroupés en coulisses en l'attendant évidemment, regarde tout le monde d'un œil un peu morne comme ça, passe dans sa caravane. 20 minutes plus tard, il ressort magnifique, coiffé, son costume de scène, guitare à la main. Et j'étais là en train d'attendre pour le présenter. Et il me regarde et il me fait « Alors Sam, on y va ?» Et c'est comme ça que c'est parti. Mais Johnny donnait des concerts improvisés. Je me souviens à l'Élysée-Matignon, une discothèque, un soir d'un concert improvisé de 3 heures avec Sardou. Et il y a eu un concert mythique que personne n'a vu à part vous et quelques autres, Sam Bernet. C'est un concert avec Gene Vincent. Oui, alors ça, c'est au Rock'n'Roll Circus. Oui. Ça, c'est encore une histoire, une petite histoire un peu longue, mais elle mérite d'être racontée quand même. Gene Vincent est à Paris avec son manager qui, par la grande coïncidence, est également le manager de Roscoe pour ses affaires à Londres. Et Gene Vincent vient au Rock'n'Roll Circus, passe la soirée, repart très, très tôt le matin. Ils habitaient chez Roscoe. Et le lendemain matin, ils devaient prendre un avion pour repartir à Londres très tôt. Donc, ils dorment à peine ou ils ne dorment pas du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le manager, lorsque le taxi arrive, monte dans le taxi démarre et Gene Vincent se retrouve sur le trottoir tout seul, sans bagage, sans argent, ne parlant pas un mot de français, à 9h du matin. Donc, dans sa tête, la seule chose dont il se souvient, c'est le Rock'n'Roll Circus. Il ne sait pas où c'est. Il attend évidemment le soir. Et à 11h du soir, quelqu'un vient me voir en disant « Il y a Gene Vincent à la porte et il y a un taxi qu'il faudrait aller régler parce qu'il n'a pas d'argent. » Je règle le taxi et Gene Vincent est à Paris. Il n'y a pas de téléphone portable, je ne peux pas joindre le manager qui est introuvable à Londres. Donc Gene Vincent habite chez moi pendant 2 jours. Adorable, on se lève le matin, enfin dans l'après-midi. Moi je suis au café, lui est déjà à la bière. On m'avait dit qu'il était insupportable et qu'il était colérique. Pas du tout. Il est adorable. On passe des moments formidables à parler, etc. Et le soir, on Rock'n'Roll Circus tous les soirs. Et au moment où j'arrive à avoir son manager qui me dit prends un billet d'avion et remets-le dans l'avion dès demain matin, je dis à Gene voilà, c'est réglé, je t'accompagne à l'aéroport demain matin. Et Gene me regarde et me dit mais t'as tellement été sympa, gentil, qu'est-ce que je peux faire? Et pour rire, je lui dis chante.
Il me dit, c'est une bonne idée, mais quand? Je dis, ce soir, puisque c'est ton dernier soir. Donc, j'avais toujours des instruments sur scène, mais il fallait l'accompagner. Donc, la première personne à qui je pense pour l'accompagner, tout du moins ses musiciens, c'est Johnny Hallyday. Et j'appelle Johnny, et en lui disant, est-ce que tu me prêtes tes musiciens d'un soir? Il me dit, mais pourquoi faire? J'ai dit, pour chanter avec Gene Vincent. Il me dit, non, mais t'es fou, il est à Paris, Gene Vincent. Je dis, oui, ça fait 3 jours qu'il est chez moi, et il chante ce soir au Rock'n'Roll Circus. Il me dit, moi, je te prête mes musiciens, mais je viens chanter avec lui. Et on a passé une soirée formidable. Ces anecdotes et beaucoup d'autres, elles figurent dans ce livre Vieille canaille, un fabuleux destin de Sam Bernet au Cherche Midi. Et il y en a aussi quelques autres dans Toute ma vie pour la musique de Sam Bernet aux éditions de l'Archipel. Merci de nous avoir raconté ce parcours. Merci Jacques, c'était trop court. Ah ouais, vous reviendrez une autre fois parce que vous avez encore des tas de choses à raconter. Merci Jacques. Merci Sam Bernet. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.